bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je m'appelle Natacha Pache, je suis directrice opérationnelle du Centre de limnologie à l'EPFL et je suis porteuse du projet Lemonscope. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous accueillir ce soir pour célébrer ensemble cette merveilleuse aventure qu'est Lemonscope. Merci d'être ici et merci d'avoir été là tout au long du projet. Vous avez été plusieurs centaines de citoyens et citoyennes à vous être mobilisés. Grâce à vous, nous avons collecté des milliers de mesures de transparence et de couleurs sur l'ensemble du Léman. Aujourd'hui, vous formez une communauté engagée qui fait vivre la science citoyenne au quotidien. Et Lemonscope est actuellement reconnu comme un des plus grands succès de science citoyenne autour d'un lac. Et vous pouvez en être fiers. Nous sommes officiellement les champions de Eye on Water. Avec plus de 3500 observations, notre communauté est la plus active et la plus engagée. Vos contributions ne passent donc pas inaperçues. Elles alimentent un réseau mondial de suivi de l'eau. Elles placent le Léman sur la carte internationale des sciences citoyennes. Votre contribution n'est pas symbolique, car vos observations sont précises, cohérentes et scientifiquement exploitables. Elles permettent de mieux comprendre un lac soumis à de fortes pressions environnementales et d'alimenter une vision partagée et continue de l'état du Léman. Vous prouvez qu'en réunissant la science, les citoyens, les citoyennes et les acteurs du territoire, on peut produire des données fiables, utiles et inspirantes pour le futur. Nous allons commencer par une courte présentation des résultats, à quoi ont servi toutes ces mesures et ce que nous avons pu apprendre. Nous enchaînerons ensuite avec une table ronde avec 6 experts sur le thème de Léman, science et citoyens, comment agir ensemble pour le préserver. Vous pourrez ensuite poser vos questions. Nous terminerons par la remise des prix de remerciement, suivi d'échanges autour d'un repas convivial. Merci vraiment pour votre engagement. Merci d'avoir donné du temps, de l'énergie et surtout du sens à cette démarche. Nous espérons pouvoir poursuivre l'aventure avec vous. Et n'oubliez pas, les visites publiques de l'Explore continuent, alors n'hésitez pas d'en parler autour de vous. Je vous souhaite une très belle soirée et de riches discussions. Et maintenant, je laisse la parole à Suzanne Meder, la secrétaire générale de l'Association pour la sauvegarde du Léman. Merci Natacha. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir pour la clôture de ce projet de sciences participatives. C'est l'occasion de vous remercier de votre engagement pour la préservation du Léman, ce joyau naturel que nous avons la chance de partager et qui fait face à de nombreuses menaces, ce dont on parlera certainement, entre autres, tout à l'heure autour de la table ronde. Hop. Ça marche. Je voulais juste rappeler un petit peu tout ce qui s'est passé au niveau des présentations et de tous les moments d'échange qu'on a pu avoir ensemble pendant ce projet, parce que je crois que c'était vraiment très riche. Vous êtes de nombreuses personnes à faire déjà de la science participative et du bénévolat, entre autres avec l'ASL, et ce projet avait vraiment cette mission en plus de nous réunir régulièrement pendant l'entièreté du projet. Donc tout d'abord, nous avons commencé avec la soirée de lancement qui s'est tenue aussi ici à l'EPFL. On était 150, c'était l'occasion de présenter le projet, d'expliquer les enjeux, les protocoles, de vous montrer les disques de Seki, de voir comment fonctionnait l'application Eye on Water. Et puis ensuite, il y avait des tables de discussion qui ont permis de discuter de sujets en lien avec le projet, avec le travail des scientifiques et avec le Léman. Ensuite, on a eu 3 rencontres thématiques qui avaient pour ambition d'avoir 3 volets, en fait.
un premier volet sur la situation de l'Hémoscope, de pouvoir de nouveau discuter ensemble des premiers résultats, de pouvoir poser vos questions, de pouvoir échanger en fait autour de ce projet. Et puis il y avait chaque fois une thématique spécifique présentée par un spécialiste du Léman, et puis un moment toujours convivial et informel en fin de soirée. Je reviens juste rapidement. Donc la première de ces réunions, c'était à la Maison de la Rivière, avec Jean-François Rubin, qui nous a parlé du projet d'Omblières. Ensuite, on a été accueillis à l'INRAE par Stéphane Jacquet, qui nous a parlé du projet ALGA. Et puis enfin, à Genève, à la Pointe-à-la-Bise, on a été accueillis à la Pointe-à-la-Bise par Pierre Baumgart, qui a parlé du centre nature en fait, de la Pointe-à-la-Bise, et Alexis Pochelon de l'ASL, qui nous a parlé de l'importance des herbiers lémaniques. Et puis on a également eu des conférences en ligne, 3 webinaires, il y a souvent le chiffre 3 qui revient dans ce projet. C'est des sujets que vous avez plébiscités. C'est des conférences en ligne qui ont été très suivies, que vous pouvez encore regarder si vous le désirez sur YouTube. Il y a le lien sur lemonscope.org. Ces 3 conférences, l'une par Jean-Luc Loiseau sur le brassage du lac, une par Chloé Goulon de l'INRAE sur les poissons, le danger en fait que courent les poissons lémaniques, et puis une sur les moules quagga par Bastian Iblings, qui est parmi nous ce soir, et Salomé Boudet. Et puis, il y avait aussi des points de situation. Il y a eu 2 moments où il s'est passé des choses spécifiques pendant le projet et où on vous a convié à des mini-conférences à midi avec Daniel Odermatt. Un premier événement en juin, il y a eu des grandes différences de couleurs en fait entre le petit et le grand lac. Et grâce au satellite qui a pu prendre une image, parce qu'il y avait peu, voire pas, de nuages à ce moment-là, le satellite a pu prendre une image et on a pu se rendre compte justement de ces variations de couleurs, et c'était vraiment intéressant de pouvoir en discuter ensemble. Et puis en septembre, on a parlé des teintes turquoises, assez difficiles à reconnaître avec l'échelle de Forel. Et puis je voulais aussi finir en remerciant peut-être toute l'équipe qui a organisé et encadré l'Hémoscope, que ce soit Natacha, Laurence, Daniel, Alexandre qui est malheureusement pas avec nous ce soir, Adrien et Alexis, parce qu'on a vraiment eu une bonne entente, on a vraiment fait un projet qu'on a pu partager avec vous. Et puis pour nous, ASL, qui représentons la société civile, ça a vraiment été très enrichissant de pouvoir collaborer, co-construire ce projet et de pouvoir impliquer notre communauté de bénévoles dans ce projet d'envergure, comme l'a dit Natacha. Donc merci à tous, et puis peut-être juste pour finir, le numéro du mois de juin de la revue lémanique de l'ASL parlera justement du projet Lémanscope, et puis on pourra revenir sur tout ce qui a été présenté ce soir, et notamment les résultats que Daniel Odermatt va vous présenter maintenant. Daniel, à toi. Alors, là, okay. Merci Suzanne. Bonne soirée à tout le monde et bienvenue aussi de ma part à cette belle soirée. Je vais vous donner un petit résumé scientifique des résultats de l'Hémoscope et en faisant ça, je vais essayer de répondre à la question pourquoi, comment et ensuite. Alors, je vais commencer avec la question pourquoi les projets tels que l'Hémoscope contribuent à la protection de l'environnement. Puis, j'ai une deuxième partie avec un peu plus de résultats, et puis je vais vous donner quelques perspectives pour le temps après le projet. Alors, si on parle du pourquoi, je vais commencer avec une référence aux données qui sont collectées dans la surveillance à long terme de la CIPEL. C'est la majorité de données qu'on a historiques du lac Léman. Bien sûr, aujourd'hui, il y a l'Explore aussi pour collecter beaucoup de données, mais en histoire, c'est la source la plus grande. C'est né du problème de l'eutrophisation. La CIPEL garantit la standardisation et la continuité des données,
il y a des mesures 2 fois par mois dans une localité et de ces données, basées à ces données, le CIPEL publie des bulletins saisonniers sur la température, l'oxygène, le phosphore, le chlorophylle et la transparence. Et là, c'est où on peut faire une connexion avec les données de l'hémoscope. Et puis, il y a un rapport par an sur des résultats plus détaillés, plus scientifiques, qui sont tous les deux publiés à peu près avec un an de retard. Alors, comment est-ce qu'on peut compléter ces sources d'informations avec des données basse technologie et haute technologie? Et basse technologie, pour moi, c'est la science citoyenne, représentée ici avec les disques Secchi, et puis les satellites comme Sentinel-3 qu'on utilise depuis autour de 20 ans pour estimer la qualité de l'eau dans les lacs. Les deux ont des similarités assez fortes. Par exemple, ils collectent beaucoup de données, beaucoup plus que des professionnels, des chercheurs peuvent collecter. Ils sont plus vite, les données sont disponibles après 1 heure ou 2 heures de l'acquisition. Ils sont très distribués sur tout le lac, ils sont très économiques, même si on a beaucoup de répétitions, les moyens financiers ne sont pas comparables avec les surveillances officielles. Et puis, ça permet de l'étude des processus éphémères, des processus très vite, comme la précipitation du calcite que Suzanne a montré, ou des événements individuels de la prolifération d'algues qui aussi, quelquefois, restent seulement pour quelques jours et pas pour les 2 semaines des périodes de la surveillance officielle. Mais très souvent, pour tous les 2 sources, les satellites et la science citoyenne, on se demande quelle est la qualité des données, parce que ce n'est pas comparable, les citoyens n'ont pas la même éducation, n'ont pas la même training pour faire les mesures comme les professionnels. Les satellites prennent des mesures très différentes de ce qu'on peut faire sur un bateau. Alors, c'est une question, c'est comparable, c'est valide, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et en même temps, la comparabilité est très limitée. C'est alors pour ça, et je pense ici de la comparabilité avec les données officielles. Et sur le prochain slide, je vais montrer ça. Mais pour nous, la solution pourrait être de comparer la basse et la haute technologie et les grands volumes de données qu'on a de la campagne de l'hémoscope et les données satellites, et valider mutuellement les deux sources avant d'adresser la comparaison avec les données officielles. La comparabilité ou ses limitations, on voit ici. Alors, ici au centre, on voit SHL2, c'est le lieu où les mesures officielles sont prises. Il n'y a pas de données de l'hémoscope de ce lieu, malheureusement, mais il y a des données partout sur les lacs. Les plus sont près des centres urbains de la rive, comme dans les petits lacs près de Genève, de Nyon, Bouchillon, Lausanne, quelques-uns Montreux ou Thonon. Mais puis il y a quelques mesures un peu plus loin de la rive, mais la distribution est assez intéressante pour nous, pour compléter ce qu'on connaît de SHL2. Alors, comment maintenant on peut faire ces comparaisons? Je veux commencer avec la comparaison d'une seule paire de données. Et peut-être vous avez vu cette visualisation sur la webpage de l'hémoscope. À la gauche, on peut choisir une date individuelle avec la région couverte par Sentinel-3, montrée par cette ligne, et puis les mesures prennent des bénévoles, montrées là. Et ici, pour le 13 juin de 2024, on voit que
presque tout le lac est couvert de Sentinel-3. On a des mesures des bénévoles ici. Et chaque fois qu'on envoie une pixel sans nuage et une mesure prise d'un bénévole au même jour, nous parlons d'une paire de données. Et avec ce paire de données, ici montré pour les données officielles de la CIPEL, on peut faire ces comparaisons maintenant. Alors, chaque point est une paire de données avec une profondeur SECI mesurée in situ par CIPEL et verticale, une profondeur SECI estimée par le satellite. Et on voit ici que la distribution est assez bonne, la correspondance est bonne. Il y a une corrélation de presque 0,9. Ça, c'est le moyen erreur absolue. C'est autour de 1,20 m, mais c'est à plupart causé par ces points-là, parce que notre méthode pour le satellite qu'on a utilisé au début du projet a des problèmes d'estimer des profondeurs très hautes dans le lac. Alors, c'est plus que 10 mètres est problématique pour ces données. Et c'est un des problèmes qu'on voulait adresser avec l'hémoscope. Maintenant, ça, c'est la comparaison entre le satellite et les données officielles. Et on peut faire la comparaison maintenant avec le satellite et les données de la science citoyenne. Et on voit ici que la correspondance est même meilleure, au premier regard au moins. La corrélation est à peu près la même, l'erreur moyenne est seulement 55 cm, mais c'est-à-dire qu'ici, les valeurs hautes sont un peu moins souvent que dans les données CIPEL. Ça veut dire que ces mesures avec des grandes erreurs dans les données satellites ne sont pas présentes dans cette comparaison. C'est pour ça que ça semble un peu mieux, mais en effet, c'est très comparable pour moi. Notez aussi qu'ici, j'ai choisi seulement des mesures prises au moins 3 km de la rive pour faire sûr que les erreurs additionnelles près de la rive n'affectent pas cette comparaison. Alors, nous avons trouvé une correspondance excellente avec Sentinel-3. Ça indique que la qualité des données l'hémoscope est similaire de la qualité des données de la surveillance officielle et la distribution saisonnale dans les données l'hémoscope, je vais vous montrer à la fin de la présentation. Nous savons qu'on a plus de mesures turbides pendant l'été et moins de mesures d'eau claire pendant l'hiver et ça a un certain effet sur les statistiques. Mais tout ensemble, on voit que la correspondance est vraiment bonne. Puis, le deuxième résultat, c'est qu'on peut investiguer beaucoup plus de détails avec les données l'hémoscope parce qu'on a la distribution sur les lacs. Peut-être, par exemple, ici, nous avons les 60 cm d'écart moyen en comparaison des données loin de la rive. Si je regarde seulement aux données près de la rive, j'ai un écart de 80 cm. Puis je peux analyser seulement les données du petit lac. Ça me donne une erreur de 1,20 m. Ça veut dire que le petit lac, c'est vraiment plus difficile que le grand lac parce que c'est toujours très, très proche de la rive et la rive cause des erreurs additionnelles par le bruit dans l'atmosphère ou l'interférence dans l'atmosphère. Puis on peut analyser des données des bénévoles individuels. Cet exemple ici, c'est le bénévole avec peut-être les données les plus précises. Il les a mesurées à peu près 5 km de Thonon. C'est une location idéale, je disais, parce que c'est assez loin de la rive, alors les erreurs de la rive ne sont pas trop hautes. Et bien sûr, Chico a aussi essayé très fort de faire des mesures précises avec une erreur moyenne de seulement 40 cm. C'est vraiment exceptionnel. Il y a d'autres données, j'ai regardé tous les bénévoles, les données individuelles,
Il y a peut-être, par exemple, Jeff qui a trouvé quelques situations avec des eaux plus claires. Alors, ces données existent, ces paires de données existent dans nos données. Ils ne sont pas aussi denses comme les données de la surveillance, mais on a toujours la possibilité de faire sûr que aussi les comparaisons pour des eaux plus claires sont correctes. Alors, c'était déjà expecté du début que les données du satellite sont moins précises près de la rive et c'était confirmé par la première fois avec des données riches prises sur le lac. Et utilisant ces données, nous sommes arrivés à améliorer les méthodes après et c'est mon dernier résultat ici. Au droit, vous voyez un projet comme on les a produits au début du projet. J'ai montré une avant qui était idéale parce que ça a couvert presque tout le lac. Ici, on voit les problèmes plus typiques. Alors, le petit lac, on n'a presque pas de pixels valides parce que l'atmosphère cause trop d'interférences sur le lac parce que la réflexion du lac est très peu. Alors, si l'atmosphère est trop turbide, ça cause trop de bruit sur le signal qu'on reçoit du lac. Sur le Grand Lac, la situation est un peu meilleure, mais ce signal d'interférence dans les pixels, c'était assez normal au début avec ces produits. Et maintenant, utilisons les données que vous avez collectées en lémoscope. Nous avons essayé d'améliorer ces paramètres, alors la couverture ou la continuité des données et aussi la précision près de la rive, sans perdre la précision loin de la rive qu'on a déjà eue. Et ça, ce sont les données améliorées pour seulement ce exemple. Mais vous voyez, on a toujours un peu de problèmes dans le petit lac. Autrement, on voit des profondeurs beaucoup plus grandes, jusqu'à 12 mètres ici. Et ça, c'est une comparaison utilisant toutes les données de lémoscope qui sont collectées plus qu'1,5 km, je pense. C'était notre limite pour éviter des erreurs plus grandes près de la rive. Mais ça, pour nous, est un résultat très bon. Ça couvre les grandes profondeurs bonnes. Il y a une bonne corrélation. L'erreur moyen est un peu plus haute maintenant, mais c'est OK. C'est une bonne compensation pour les améliorations qu'on a reçues. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ce succès que pour nous, lémoscope a été? D'abord, j'espère toujours que vous allez continuer, que quelques-uns ou quelques-unes vont continuer à prendre des mesures. On voit ici la distribution, la densité de mesures depuis le début du projet. Au début, il y avait aussi des mesures invalides. C'est, je pense, du plupart parce que Ion Water avait des problèmes de retrouver des coordonnées précis quand vous avez transmis vos données. Et aussi le temps, quelquefois, nous avons reçu des mesures qui datent de minuit presque, et c'est impossible de mesurer la transparence à minuit. Alors nous avons marqué ces données, mais pendant les mois après, c'était seulement quelques pourcents qu'on a écrasé comme ça. Puis on voit bien sûr en hiver, il y a moins de gens sur le lac, bien sûr il y a aussi moins de mesures de citoyens sciences. Et puis maintenant on est au début de 2025 et j'espère que peut-être le prochain été, il y a encore une fois la motivation aussi pour les bénévoles, ceux qui vont retenir les disques pour faire des mesures. Si ça vous plaît, pour moi, c'est vraiment une grande valeur d'avoir ces mesures.
Et j'espère que vous allez transmettre les données sur Ion Water et comme ça aussi l'archive de données pour le Léman va continuer à grandir. Puis pour ceux qui ont pris assez de Sekidisc pour cette vie, vous allez retourner les disques ce soir, j'ai entendu, et puis j'avais l'idée de redistribuer les disques aux capitaines de port dans des autres lacs en Suisse pour peut-être trouver d'autres gens qui veulent prendre quelques mesures. Je ne sais pas si sans la connexion, sans la communauté qu'on ici, si ça marche aussi bien, mais c'est une attente pour regarder si on peut obtenir d'autres mesures aussi. Puis, il y a des nouveaux microscopes à plancton qu'on peut utiliser avec des smartphones. C'est aussi une idée très bonne pour faire des projets de citizen science. Aussi, la diversité du plancton, c'est quelque chose qu'on peut aussi estimer avec des satellites très modernes. Alors aussi là, il y a une connexion idéale entre la science citoyenne et la télédétection. Puis, il y a des activités comme par l'Agence européenne pour l'environnement qui finance des études sur l'intégration de la science citoyenne dans les programmes de surveillance. C'est à peu près le principe que j'ai montré dans cette présentation. Et finalement, l'Agence européenne de l'espace a essayé de harmoniser toutes les données qu'on a prises dans des portails comme Ion Water, de harmoniser et faire un grand bloc de données pour valider des lacs dans tout le monde. Ça, je pense, c'est aussi une activité très, très utile parce que ça peut être de valider pas seulement des lacs individuels, mais vraiment des données qui sont précis pour tous les lacs dans le monde. Et avec ça, je veux remercier tous ceux qui ont pris des mesures ou participé aux événements de Lemonscope. D'avance, je veux remercier les participants d'une discussion intéressante de table ronde, j'espère. Je veux remercier les organisations qui ont participé à Lemonscope, en particulier Alexandre qui ne peut pas joindre nous ce soir. Je veux remercier vous pour écouter et le Fonds national suisse pour le financement du projet. Merci beaucoup. On continue avec la table ronde. Alors, bon. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Moi, c'est Adrien Bonny, je suis responsable de projet à l'Association pour la sauvegarde du Léman. Et je vais avoir le plaisir, effectivement, d'animer cette table ronde. Donc, j'invite Pascal Mulatieri, hydrobiologiste, président de l'ASL. On aura également Monsieur Apotello, du chef du service de l'eau de la ville de Lausanne, Nicole Galina, secrétaire générale de la CIPEL. Nous aurons également Monsieur Rodriguez, directeur de l'environnement industriel, urbain et rural du canton de Vaud. Et finalement, Daniel Odermatt, je ne vous le présente pas, ainsi que Natacha Pache, qui vont se joindre à nous. Alors, tout d'abord, je vous remercie de nous avoir fait l'honneur de votre présence ce soir. Et comme premier petit tour de table, j'aimerais challenger nos 4 premiers invités. On laissera l'honneur aux dames et Nicole, cette question, oui. Pour toi, on vient d'avoir ces résultats de Daniel qui nous a présenté par rapport à Lemonscope, ce projet de sciences participatives très important. Et j'aimerais un petit peu vous entendre tous les 4 sur ces résultats, sur l'importance de la science participative, mais dans votre travail au quotidien.
Volontiers, Nicole. Alors, d'abord, je me présente peut-être. Très volontiers. Alors voilà, Nicole Gallina, je suis la secrétaire générale de la CIPEL depuis seulement 3 ans. Je suis de formation, donc biologiste. Je me suis formée en hydrologie aussi. Et puis j'ai beaucoup travaillé sur le lac. J'ai également fait la télédétection à l'UNEP, au GRID. Et puis je fais beaucoup de modélisation également. Et puis, voilà, donc j'amène un peu, peut-être un savoir aussi sur ce qu'est la chlorophylle, le phytoplancton, parce que j'ai également travaillé sur les impacts des changements climatiques sur 7 différents lacs subalpins, et puis surtout des cyanobactéries. Maintenant, en ce qui concerne la CIPEL, tu veux que je la présente aussi ou... Très volontiers, pour celles et ceux qui ne la connaîtraient Puis après, pas. je pense que je vais un peu venir, parce que c'était un peu ce qu'on m'a demandé. Donc, la CIPEL, c'est donc une institution intergouvernementale, internationale. Elle est là depuis 64 ans, la CIPEL, et puis elle a été créée à un moment donné où le lac n'allait pas bien. Donc on ne pouvait pas se baigner dans le lac parce qu'il était totalement insalubre. Donc c'est des pêcheurs et des scientifiques qui ont alerté la CIPEL, qui ont alerté les gouvernements, qui se sont mis autour de la table, et puis c'est via une convention que la CIPEL est née, donc intergouvernementale, internationale. Elle surveille maintenant la qualité des eaux du Léman depuis 64 ans. Elle a fait des suivis historiques également. Donc, on a vu aujourd'hui 2 fois par mois à peu près. On va sur le Léman et puis on récolte les données. Le Léman a de ce fait un grand jeu de données qui est extrêmement important, parce que le mandat de la CIPEL, c'est donc de préserver la qualité de l'eau et ses usages. Et puis, c'est ces données qui sont donc collectées scientifiquement qui nous aident de suivre, alerter s'il y a un problème. Après, ça fait partie de la mission de la CIPEL aussi, informer les gouvernements et les recommander aussi s'il y a un problème. Après, nous, on communique aussi tous les résultats sur ces suivis. Donc, on analyse 1 fois par année toutes ces données. Et puis, on publie des rapports scientifiques, les tableaux de bord, mais aussi des rapports d'activité. Et voilà, ça c'est un peu la CIPEL. La CIPEL est basée sur la science aussi. C'est une gouvernance basée sur la science. Et puis, je pense que c'est ça qui fait aussi qu'aujourd'hui, on peut un peu éclairer les problématiques, puis les prendre en main parce qu'on a justement ces données. Donc, pour un peu réagir sur les Mondscope. Je crois que tu me disais aussi que tous les matins, quand tu arrivais au travail, la première chose que tu faisais, c'était de regarder les images que les satellites vous envoyaient du... Oui, alors la CIPEL, là, donc, elle utilise la télédétection également. Et puis, on l'utilise suite... on a donc créé un modèle suite à cette plume algale qui a eu lieu en 2021 de Eurogléna. Et on utilise par contre Sentinel-2. Sentinel-2, c'est donc un capteur qui a beaucoup plus, qui a une résolution spatiale beaucoup plus fine. Donc vous avez utilisé Sentinel-3 avec une résolution de 300 mètres. Et puis, donc on regarde toujours les satellites lors des productions de mars à novembre, quand le lac il est productif. On essaye de voir si un bloom émerge ou pas. Mais aussi quand il y a des événements extrêmes lors des crues, par exemple, on regarde aussi ces images satellites pour voir justement s'il y a une formation des blooms qui se fait. Donc, et du coup, une première réaction peut-être par rapport aux résultats qu'a présenté Daniel. Oui, alors déjà, peut-être une réaction très très positive sur les Mondscope. Moi, je trouve que c'est chouette de voir tous ces gens qui étaient impliqués. Et puis, ça permet de vraiment créer un peu une communauté qui est touchée par le Léman, qui se met dans la peau des scientifiques aussi, et qui comprend un peu ce que ça veut dire, la qualité de l'eau, la couleur de l'eau. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une ampleur une portée très longue, très, très étendue. Et puis, voilà. Pour moi, les résultats sont positifs aussi parce que l'outil
est très simple à utiliser. Le disque de Secchi, c'est vraiment un outil très simple, très ludique. Et puis, voilà, pour moi, je trouvais, pour moi, il n'y avait pas une grande surprise à avoir vu que justement, il correspond bien avec ce que vous avez trouvé sur la télédétection. Et puis, pour moi, c'est aussi normal avec les données un peu plus spatiales de la télédétection que les données avec le Lemonscope, donc des disques de Secchi corrèlent très, très bien. Après, nous, donc les gouvernements, on utilise le disque de Secchi à chaque suivi, comme vous avez pu voir, mais ce n'est pas l'outil qu'on utilise pour analyser l'eau pour sa qualité. Donc nous, on ne peut pas seulement utiliser ce disque de Secchi parce qu'il n'est pas explicatif. Ouais. Donc on doit vraiment avoir d'autres analyses, et puis c'est là où la science pure et dure rentre au jeu pour que la CIPEL, donc en tant qu'institution intergouvernementale, puisse aussi produire des données extrêmement fiables pour les gouvernements. Merci. Et les politiques. Peut-être on va voir avec Monsieur Rodriguez. Donc, vous, au niveau du canton, peut-être vous êtes un peu moins dans l'eau à proprement parler, et quoique, hein, l'eau source de vie. Et quand on parle d'environnement, on ne peut pas ne pas penser à l'eau. Oui, non, effectivement. Alors, Sylvain Rodriguez, je me présente brièvement. Hein, je suis un des 3 directeurs à la Direction Générale de l'Environnement. La DGE, c'est le service cantonal hein, qui est en charge de la surveillance de la qualité de l'eau, hein, que ce soit les eaux superficielles ou les eaux souterraines. Donc, nous, oui, on est en plein dedans. C'est vrai que c'est aussi l'autorité cantonale qui assure le monitoring dans d'autres domaines de l'environnement, hein, que ce soit le bruit, la protection de l'air, les rayonnements non ionisants. Et donc, effectivement, moi, si je dois réagir à cette étude, alors déjà, je suis sensible à plusieurs choses. Déjà sensible aux avantages de l'observation citoyenne. Moi, j'ai bien noté hein, ces aspects de basse technologie, donc facile à déployer. L'économicité, hein, on reconnaît bien peut-être le responsable cantonal voilà, qui doit faire avec les moyens qu'il a. Mais surtout aussi la réactivité de l'observation. Je pense que j'ai été très sensible à cet argument-là. Et puis, c'est vrai comme autorité, parce que vraiment, moi, je réagis avec cette casquette-là ce soir. C'est vrai qu'une autorité cantonale, elle n'a pas la possibilité d'avoir des yeux partout, hein, d'avoir les yeux sur tout le territoire. Et dans ce sens-là, je pense que l'utilisation de l'observation citoyenne, c'est vraiment une opportunité pour combler cette lacune, avec, bien sûr, je pense, des limites que j'aurai l'occasion peut-être de présenter dans un deuxième round. Mais ce que peut-être je voulais mentionner aujourd'hui, c'est vrai que plus le paramètre est simple, ou contrairement plutôt, plus le paramètre à mesurer est compliqué, c'est vrai, plus on se rend compte qu'il faut mettre de l'énergie pour la formation, qu'il faut porter une attention particulière à avoir des standards et des étalons communs pour pouvoir avoir des résultats cohérents. Alors, je pense qu'ici, on est dans ce cas de figure où voilà, le paramètre est encore relativement simple, peut-être par rapport à mesurer la qualité de l'air ou d'autres paramètres. Mais c'est vrai que dans ce cas-là, en tout cas, moi, il me semble que voilà, la science citoyenne, elle est séduisante. Et je pense que, en tout cas, si je peux encore juste faire une réaction, je vois très facilement, en tout cas pour une autorité, voilà, l'utilisation dans un autre domaine où, effectivement, là, on a besoin d'avoir une observation partout et très vite. Ce serait dans le domaine de la prolifération des cyanobactéries, hein, où là, c'est vrai que pour des enjeux de santé publique, hein, pas seulement environnementaux, je pense qu'on a besoin de cette réactivité-là. Et c'est vrai d'étendre au Léman ce qui se fait déjà peut-être sur d'autres plans d'eau, je pense qu'effectivement, oui, ce serait une très bonne solution. Merci. Et c'est vrai, quand on avait préparé cette table ronde, vous aviez dit que l'œil sur le terrain vous manque parfois. Donc la société civile a cet engagement et pourrait tout à fait pallier à ce manque qu'il y a au sein de vos services. Oui, non, tout à fait. On va passer à Monsieur Apotello, du coup, pour le service de l'eau de la ville de Lausanne. Merci et bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que de mon côté, j'avais entendu parler de Lemonscope, mais sans vraiment m'y pencher. Puis c'est quand je
j'ai été sollicité pour cette table ronde, que j'ai pu découvrir en fait la quantité de données impressionnante qui a été collectée. Et puis voilà, je trouve vraiment remarquable ce qui a été fait. Je reviendrai dessus après pour peut-être d'abord juste présenter le service de l'eau de la ville de Lausanne. Donc on prélève de l'eau dans le lac Léman pour la traiter, faire de l'eau potable et la distribuer. Le service de l'eau alimente 20 communes dans l'agglomération lausannoise directement jusqu'à chaque bâtiment, et puis une cinquantaine de communes en appoint dans le reste du canton. Et puis on a une double casquette parce qu'on s'occupe aussi d'assainissement avec tout le réseau d'évacuation des eaux sur le territoire lausannois, et puis le traitement, l'épuration des eaux usées à la steppe de Vidy. Donc on boucle un peu le cycle de l'eau, on rejette des eaux usées traitées, épurées à Vidy, et puis on les repuise ensuite dans le lac à Saint-Sulpice notamment, et puis on les prend aussi à Lutry, donc 2 usines d'eau potable. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'eau potable, on prend l'eau en profondeur, on est à 50 à 60 mètres, entre 500 et 1 km du rivage, donc ce n'est pas directement l'eau qu'on voit en surface qui est prélevée, pour des questions de stabilité et de qualité. Mais voilà, la qualité de l'eau nous importe évidemment grandement. Et puis le service de l'eau, c'est aussi un laboratoire. On a un laboratoire d'analyse qui est situé à Lutry. Et puis on analyse, en général, tout ce qui ne se voit pas. On mesure la turbidité, mais le gros du travail, c'est des analyses microbiologiques, des analyses chimiques, des analyses micropolluants. Et puis c'est vrai qu'en termes d'enjeux, on a aujourd'hui de gros enjeux en termes de qualité de l'eau du lac, et quelques soucis s'étant, notamment avec la qualité de l'eau du Léman. Vous en avez peut-être entendu parler, on pourra y revenir si nécessaire plus tard. Maintenant, de quelle manière utiliser ces résultats? Peut-être juste en 2 mots, moi j'y vois un intérêt, parce que toutes les analyses qu'on fait, on a chaque fois des analyses ponctuelles qui sont faites à différents moments, mais régulièrement tout au long de l'année. Mais je vois une complémentarité importante avec des analyses visuelles, toutes celles que vous avez faites, notamment par rapport à des détections de pollution. Là aussi, comme disait Silva Rodriguez avant, on n'a pas des yeux partout. Donc je pense qu'il peut y avoir une utilité dans les cours d'eau, par exemple. C'est souvent des citoyens qui nous signalent qu'il y a quelque chose de bizarre, il y a de la mousse. J'y vois un intérêt aussi en termes de calage de modèles. On a besoin de pouvoir modéliser le fonctionnement du Léman. Et là, Léa Vague le fait probablement, et d'arriver à caler des modèles, de pouvoir, par exemple, dire quand il y a une pollution à tel endroit, comment va se propager le panache, etc. Et je pense que des mesures en surface comme ça peuvent aussi servir à caler des modèles pour ensuite être plus pertinents dans les modélisations des différents écoulements et mélanges d'eau du lac. Donc voilà, pour moi, c'est des intérêts qui sont importants. Et voilà, donc des choses vraiment très complémentaires qui peuvent aussi permettre d'analyser quand on a un problème, qu'est-ce qui s'est passé, éventuellement revenir, voir s'il y a eu des observations qui ont été faites. Voilà, donc un intérêt pour cette science citoyenne. On les appelle les vigies du lac. Et effectivement, on a besoin d'avoir ces vigies tout autour du lac pour au quotidien. J'ai vu, Natacha, tu opinais du chef, je ne sais pas si tu veux réagir peut-être par rapport à ce qu'il vient de dire, par rapport à ces modèles qui sont aujourd'hui de plus en plus robustes, et puis que cette science vient amener cette robustesse. Oui, c'est vrai que sur le Léman, on a la chance d'avoir des modèles 3D très performants, qui sont incroyables parce qu'ils prédisent 5 jours en avance, mais on peut aussi regarder dans le passé pour comprendre ce qui s'est passé. Et je pense qu'on a un bon exemple d'une observation qu'on a fait sur la plateforme L'Explore, parce que aussi ces modèles 3D ont pu être développés grâce à la plateforme L'Explore, qui fournit beaucoup de données en temps réel. Et typiquement, on a commencé à faire un blog, donc je vous encourage aussi à aller voir, où on montre comment la tempête Benjamin a vraiment brassé le lac et puis a fait des changements de température incroyables. Et vraiment, sur ces modèles,
Enfin, c'est vraiment très beau de les voir et je pense que je rejoins ce que vous dites. Quand il y a des pollutions ou des choses anormales, on peut utiliser ces modèles pour prédire en fait dans quelle direction elle va. Il y a les courants, il y a les profondeurs, donc c'est vrai que c'est... D'ailleurs, Léa Vague a reçu un prix pour les recherches ouvertes, justement pour ce programme Alplex. Et vraiment, je vous encourage aussi à aller le voir. Le site internet, ça s'appelle alplex-eavag. Et il n'y a pas seulement le Léman, il y a aussi plein d'autres lacs en Suisse. Merci Natacha. Je passe maintenant la parole à Pascal Mulatieri, président de l'ASL et hydrobiologiste à tes heures perdues. En as-tu encore ? Oui, bonsoir tout le monde. Effectivement, donc, je suis le président de l'ASL depuis quelques années déjà maintenant. Vous connaissez l'ASL puisque la plupart d'entre vous êtes venus grâce à ce biais-là aussi participer à l'Hémanscope. Notre association date de 1980, aussi quand les eaux du lac n'allaient pas très bien, aussi pour réagir un petit peu à ce que faisait la CIPEL et à leurs données, pour représenter surtout la partie civile en fait, du problème. Et puis, c'est vrai qu'on a commencé avec plein de projets où on a déjà mélangé un petit peu cette science citoyenne de manière importante. À l'époque, fin des années 90, j'étais pas encore à l'ASL, mais ça a mobilisé plus de 2000 bénévoles pour aller traquer des tuyaux au bord des rivières, ce qu'on parlait avant de sentinelles et de premiers alarmistes, où les gens ont parcouru des centaines de kilomètres pour traquer des petits tuyaux, et puis avec des kits faciles, un petit peu comme là dans l'Hémanscope, avec des outils de base, des observations simples, puis déceler des pollutions récurrentes, etc. Et puis tout ça, ça a amené à d'autres projets de sciences participatives, que ce soit la suite de ça au niveau du lac et plein d'autres qu'on mène encore actuellement. Donc c'est vrai que les gens aiment bien nous dire « Ah, vous êtes un peu... c'est dans votre ADN, cette science citoyenne, ça fait partie de l'ADN de l'ASL. » Donc on a cette chance. Après, tu parlais des heures perdues que j'ai effectivement dans le cadre de mon travail. Moi, je suis très peu sur l'eau, mais souvent sous l'eau. Je suis aussi plongeur scientifique. Et c'est clair que des mesures comme ça, c'est des choses incroyables. Moi, je découvre un peu ces graphiques de corrélation ce soir dans les résultats. Je trouve qu'on peut faire des choses vraiment simples, avec des données faciles. Moi, si on m'envoyait plonger aujourd'hui pour une étude, je coûte cher, je prends beaucoup de temps, et puis je n'ai pas toujours autant de données à la minute comme on peut en avoir là. Donc c'est assez impressionnant. Et puis, la dernière chose, après j'arrête, mais ce qui me plaît, c'est que typiquement, ce week-end, j'étais en Valais, et puis il y a quelqu'un qui vient vers moi et me dit « Ah, il y a la restitution de l'Hémanscope, j'ai trop adoré ce projet. » Puis j'ai dit « Mais comment ça se fait? Je ne savais même pas que tu étais dans le projet, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Puis il me dit « Non, c'est un truc trop bien, avec mon fils qui a 9 ans, on sortait en bateau, et puis on pouvait en 3 minutes se challenger, on faisait des jeux. Qui voit quel centimètre, qui voit quelle couleur. Et puis, on prenait notre petite photo et on continuait notre apéro et notre navigation. Et ça, j'ai trouvé ça super. Donc, c'est vrai que merci à vous tous pour ces données. Et merci à vous de les avoir organisées, à tout le monde. Parce qu'en fait, en 3 secondes, 3 minutes, entre 2 bières, entre un verre de vin, on peut prendre de la donnée qui est utile à tout le monde. Ou un verre d'eau. Ou un verre d'eau. Je sais que tu fais passablement d'inventaire des macrophytes, qu'on parle de transparence dans ce projet. Les macrophytes, les végétaux aquatiques. Les végétaux aquatiques. Et peut-être quel est le jeu entre justement transparence. Du coup, si on a beaucoup de masse biologique dans l'eau, du coup, on aura une turbidité qui sera plus faible. Et du coup, quelle est l'incidence sur les macrophytes, les plantes aquatiques? Bon, quand on parle de Molquaga, mais on pourrait. Quand on parle de végétaux aquatiques, la plupart des gens me parlent d'algues. Ça, c'est la première chose. Quand on revient un petit peu à l'histoire... C'est pas des algues?
on parlait d'histoire après. Avant, dans les années 80, typiquement, le lac était très brun, fortement colonisé par une espèce de milieu eutrophe. On a parlé de trophie avant, donc de nourriture, hein, de phosphore et d'azote. On avait un lac où il y avait beaucoup de plantes en termes de densité. On n'avait pas trop envie de s'y baigner, on avait une interdiction de s'y baigner. Et puis au fur et à mesure des années et l'amélioration grâce aux steppes, grâce aux efforts de la CIPEL, grâce aux efforts des cantons, on a amélioré tout ça. Et puis on a retrouvé un lac d'une autre couleur, plus transparent, vous l'avez mesuré, où on a de nouveau des plantes, mais des plantes beaucoup plus vertes, beaucoup plus fortes, beaucoup plus grandes parfois, ou beaucoup plus petites qu'on ne voit pas, qui sont des macroalgues par exemple, qui sont les caracées, qui sont indicateurs de trophie faible, qui sont bio-indicatrices de bonne qualité de l'eau. Et en fait, tout ça pour en venir à quoi ces changements dans l'évolution, c'est aussi grâce à la transparence, parce qu'en fonction de la lumière qu'on a, on peut avoir une croissance plus ou moins importante des plantes, sans parler de la moule dont tu as fait mention avant. On ne parlera pas de la moule ce soir, quoi qu'on a des experts dans la salle, mais je vous encourage à aller revoir le webinaire à ce sujet disponible sur le site lemanscope.org. Dans un deuxième tour, j'aimerais vous entendre plus sur le fondement de la science participative. Daniel, dans la présentation de ses résultats, nous a démontré la robustesse de ces résultats, malgré la simplicité des mesures. Mais je crois qu'il y a d'autres projets qui sont faits par rapport à l'air, par rapport à des mesures biologiques, où on utilise la science participative. Et du coup, maintenant que vous êtes au courant et que vous ne pouvez plus nier l'utilité de la science participative, j'aimerais vous entendre sur quels sont vos futurs projets éventuels où vous pourriez utiliser la science participative. On peut l'élargir et pas parler que du Léman ou de l'eau, mais de manière générale dans vos travaux. Nicole, tu prends le micro. Alors, alors moi je vois donc déjà un avantage là pour que la CIPEL puisse peut-être récolter les données aussi de l'Emonscope pour valider peut-être aussi le modèle de Nomo Sentinel-2, parce que vous l'avez utilisé les données, je pense, l'Emonscope c'était aussi un objectif, c'était pour valider un modèle, donc valider la télédétection. Là, évidemment, la CIPEL est très prenante parce que ça nous oblige après, ça nous donne un peu le droit où on aurait des meilleures données pour utiliser donc la télédétection et puis suivre les blooms. La CIPEL a donc fait déjà un projet participatif avec l'ASL. Donc, elle a mis dans le plan d'action des déchets de microplastiques. Elle avait donc l'intention d'évaluer un peu le stock de déchets et des plastiques sur les plages. Et puis, elle s'approchait à l'ASL parce qu'elle avait l'idée de faire ça via une science participative. Dans notre plan d'action, on a également inscrit une action qu'on est en train de créer en utilisant également la science participative. Et celle-là, c'est pour la communication des milieux naturels, où on pourrait exactement intégrer, par exemple, les aspects qualitatifs sur les rives. Donc, c'est un projet sur les milieux naturels, la sensibilisation des milieux naturels. Et l'idée, c'est de créer une plateforme où les citoyens puissent justement via des photos, via des appréciations qualitatives, renseigner sur cette plateforme qu'est-ce qu'ils voient. Donc typiquement pour les cyanobactéries, ça peut être une très bonne idée. Par contre, mais après, il faut quand même, il faut avoir absolument les scientifiques derrière, parce qu'on peut dire, voilà, là il y a peut-être un bloom, ça peut être n'importe quelle algue, et puis après il faut encore voir s'il y a la toxicité, si c'est les cyanobactéries. Donc là il faut vraiment
donner après le mandat à des scientifiques. Donc moi je pense que la science participative peut être très 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 bien s'il s'agit d'utiliser des outils vraiment simples, ou si on veut faire justement un projet un peu à large spectre, peut-être des rivières sur un bassin versant, mais je dirais quand même il faut faire très attention, parce que comme on a vu avec l'hémoscope, je pense que Daniel, c'est des données, tu as eu beaucoup de temps aussi pour les nettoyer, c'est des données des personnes, donc il faut les nettoyer, il faut toujours avoir un regard scientifique derrière pour pouvoir après les analyser. Et puis je pense que là, il y a aussi un certain coût. Donc voilà, il faut un peu cadrer, je dirais, la science participative, mais je pense que la CIP n'est pas du tout fermée, et puis que ça peut être justement au niveau coût quelque chose de bien. Mais les données scientifiques sont extrêmement... voilà, il faut toujours les accompagner. Je dirais un peu, c'est comme utiliser une voiture, hein, parce que conduire une voiture, c'est facile, tout le monde peut le faire, hein, sauf moi. Mais voilà, c'est très facile. Mais une fois que la voiture peut-être tombe en panne, c'est là où il faut vraiment l'avis d'un scientifique et puis ou d'un mécanicien maintenant, justement, de dire voilà, là il y a un problème. La science participative peut dire voilà, il y a un bruit, il y a une certaine odeur, et puis après c'est vraiment les spécialistes qui doivent venir pour renseigner sur le problème ou l'appréciation du problème de la voiture. Le cadre est important et le but l'est d'autant plus. Et effectivement, si on veut pouvoir fédérer une communauté autour d'une thématique, c'est effectivement important de bien avoir un but qui est défini. Oui, et puis on a quand même un mandat d'un suivi réglementaire, on doit renseigner les politiques avec des données fiables, donc il faut vraiment l'utiliser à bon escient. Monsieur Rodriguez, vous parliez pendant la préparation de cette table ronde justement des mesures. Ça veut dire, contrairement au monde académique qui peut prendre des mesures et les traiter et en tirer un rapport public ou pas, peut-être garder les données pour soi, que au niveau cantonal, au niveau des autorités, que ça devait s'accompagner derrière de mesures qui s'inscrivent toujours dans un cadre législatif. Oui, c'était un petit peu les limites que je mentionnais tout à l'heure. Alors, bon, déjà, en tout cas au niveau des autorités, je ne pense pas qu'il y a de dogme ou de remise en cause systématique des données citoyennes. Mais si je prends deux exemples, quand même, on voit qu'il y a certaines limites ou certaines contraintes, en tout cas, qu'on doit prendre en considération. Puis je prendrais peut-être deux exemples dans le domaine de la protection de l'air, peut-être pour élargir à d'autres domaines de monitoring environnemental. C'est vrai qu'il y a le projet porté par l'UNIL, le projet Capter, qui propose en fait la multiplication des mesures de particules fines avec des mini-capteurs que chacun est invité à venir assembler, notamment à l'Université de Lausanne. Alors effectivement, c'est vrai qu'on multiplie c'est vrai des analyses et donc les données de base, mais après c'est vrai qu'on doit prendre en considération, c'est aussi un peu ce que disait Nicole, on peut nettoyer ces données. Ça veut dire, c'est vrai, tenir compte de où a été exposé le capteur, les interférences peut-être d'autres facteurs sur la mesure, et là on devient très vite quand même sur des paramètres qui sont compliqués à analyser. Puis si je prends un autre exemple où ça semblerait très simple, peut-être comme conduire une voiture où chacun peut le faire, c'est dans les enquêtes olfactives. C'est vrai, par exemple, lorsque vous avez une installation, ça peut être une exploitation agricole, une industrie, ou peut-être une installation de traitement des déchets où il y a beaucoup de plaintes de la part de la population. Ça peut être, c'est vrai, une opportunité, une solution de multiplier les points de mesure avec des observations olfactives par la population. Alors là, on se rend bien compte tout d'un coup, c'est vrai, faire ces mesures olfactives, alors on est tous capables de sentir. Par contre, pour évaluer, est-ce que c'est une mauvaise odeur, est-ce qu'elle est intense, c'est déjà plus compliqué. Là aussi, je pense qu'il faut convenir en fin de compte de standards pour avoir des résultats communs. Puis après, la grande limite que je verrais à ces données de base, c'est qu'est-ce qu'on en fait pour une autorité. Typiquement, c'est vrai que pour une installation où sur la base d'une enquête olfactive,
on trouve qu'il y a des émissions excessives, hein, c'est-à-dire qu'elles sont trop fortes, trop longtemps pour trop de personnes. Ça veut dire qu'après, il peut y avoir une demande d'assainissement, des demandes de mise en conformité de cette activité. Et puis, c'est là que tout d'un coup, on voit que les mesures doivent être très robustes et ce n'est pas forcément facile pour une autorité de se baser sur ces données de base fournies par ces observations citoyennes pour prendre une mesure, une décision administrative formelle, une décision administrative qui est par ailleurs soumise à droit de recours. Et on voit que tout de suite, on peut un petit peu s'en mêler ou se prendre les pieds dans le tapis avec l'utilisation de données citoyennes. Donc voilà, pour ma part, c'est vrai que je pense que c'est peut-être plutôt à privilégier pour le monitoring, pour la recherche. C'est parfois plus compliqué, c'est vrai, à être utilisé pour une autorité. Du coup, Nicole, vous voulez réagir ? Du coup, Daniel, la question du nettoyage de ces données, je sais que c'est un gros travail qui a dû être fait. Personnellement, j'ai été frustré que certaines de mes données dans le Vieux-Rhône n'ont pas été prises en compte. Pourtant, c'est celles qui sont le plus brunes avec la plus faible transparence. Tu me l'as très bien expliqué pourquoi. Ce nettoyage des données, c'est une chose. Après, quand on entend M. Rodriguez, finalement, c'est vous qui avez après ce traitement de données. Et quel est le lien qui se fait Natacha, pareil, avec la plateforme L'Explore. Ces données, ensuite, elles doivent arriver dans les mains des autorités pour pouvoir induire des mesures. Du coup, peut-être sur le nettoyage des données d'abord. Oui, alors, ce qu'on a fait pour contrôler la qualité des données, c'est vraiment pas un grand effort. C'est d'un côté grâce aux données satellitaires, parce que ça nous donne une indication indépendante pour faire des comparaisons. Alors, je savais qu'il y a des mesures qui sont plus profond que la longueur de l'échelle. Il y a des paramètres qui sont impossibles. J'ai écrasé tout ça. Et maintenant, j'espère que ces conditions restent les mêmes si on continue avec ces mesures. Mais c'est clair que les données comme ça ne sont pas aussi crédibles et fortes comme des données officielles même. Je n'ai pas parlé de ça avant, mais on peut, si on a l'intérêt d'obtenir une corrélation très forte, on peut même attendre jusqu'à 4-5 heures du après-midi quand nous avons produit les données Sentinel-3, et puis soumettre une mesure près de ces données. Alors c'est vraiment assez simple pour manipuler. Mais je pense qu'il faut utiliser ces données sur des différents niveaux de crédibilité, d'indication des procès. Ce que je trouve drôle, c'est qu'on va au même milieu chaque 2 semaines et quelquefois il y a une fronte 200 mètres de ce point et on prend la mesure sur une côté, bien qu'aujourd'hui on a des modèles, des données satellitaires qui montrent la position des structures dans le lac. Et puis il y a comme des drones pour prendre des samples dans des lieux spécifiques. Et la technologie se développe très, très vite, mais pour la surveillance, on utilise toujours des méthodes qui sont 20 ou 30 ans vieux. Et ça, la continuité est très importante, mais je me demande souvent si ça doit changer un peu à un point en temps. Donc là, tu confrontes la limnologie classique qui prend une mesure toujours au même endroit historiquement versus finalement une grande répartition spatiale des mesures sur l'ensemble du lac. Oui, et bien sûr, la recherche bouge ou se développe beaucoup plus vite dans cette direction parce que nous n'avons pas vraiment besoin de dizaines d'années de continuité pour beaucoup de projets. Nous
nous définissons les méthodes les plus utiles dans un point, on prend des mesures et ça peut utiliser toutes les technologies qu'on peut accélérer. Alors c'est bien que c'est plus vite en transition que la surveillance, mais je pense qu'à un point, quelques technologies doivent doivent s'établir dans la surveillance aussi. Nicole. Oui, mais je réagis vite, vraiment vite. Donc, avant les années 80, la CIPEL avait plusieurs points de mesure sur le Léman. Je ne sais pas, il y avait peut-être une vingtaine de points. Et puis, pour justement des questions d'affiner d'affiner le bâton de mesure et puis aller vraiment jusqu'au fond du lac, ils ont fait des analyses et puis ils ont donc identifié SHL2 comme le point de référence. Ce que j'avais vu justement par la télédétection où je regardais les températures, c'était vraiment un point de référence assez incroyable. Et puis je pense avec le COFISH, je pense que peut-être on va parler un peu aussi, c'est aussi un projet hyper intéressant de sciences participatives où il y avait des pêcheurs qui ont pris de l'eau pour regarder un peu la variation de phosphore dans le Léman. Parce qu'il y avait une hypothèse pour dire que le point CHL2 n'est pas un point de référence par rapport au phosphore. Il y a sûrement moins ou plus ailleurs. Et puis effectivement, alors Bass ou vous me dites si je me trompe, mais il me semble un des résultats c'était de justement dire ce point de référence SHL2 marche assez bien encore. Et puis je suis aussi d'avis, il faut moderniser. Pour ça aussi l'utilisation à la CIP de la télédétection et puis les modèles, je trouve c'est un outil magnifique aussi pour justement comprendre au mieux cet écosystème. Natacha, tu veux réagir sur ce fameux point dont tu connais si bien? Oui, alors moi je pense que nous, enfin moi je vais plutôt prôner la plateforme l'Explore du coup, vu que voilà, je me suis battue pour qu'elle voie les jours et puis en fait on remarque nous on est un peu dans la partie moderne où on prétend qu'il faut mesurer à haute fréquence parce que typiquement des algues peuvent croître et disparaître en 3-4 jours. Alors si on mesure tous les 2 semaines, on peut se dire au fait il n'y a rien qui s'est passé et puis en fait il peut avoir eu un bloom puis après pas. Alors je comprends qu'il y a des questions de budget, donc forcément c'est vrai que la richesse du Léman c'est d'avoir cette longue série de la CIPEL, mais il y a aussi des processus qu'on ne peut pas comprendre parce que simplement on ne mesure pas à la bonne, pas de temps, à la bonne échelle de temps. Donc ça, je pense que c'est aussi la force de la plateforme L'Explore, c'est d'arriver avec des données continues qui permettent de modéliser les processus qu'on n'est actuellement pas capable de le faire. Donc il faudrait plus de plateformes L'Explore. Oui, alors bon, si on en a déjà une, c'est déjà pas mal, je pense. On a beaucoup de chance de l'avoir, effectivement. Monsieur Apotello, par rapport à la ville de Lausanne, vous mentionniez la nécessité aussi peut-être pour vous d'avoir des sentinelles. Vous avez parlé notamment des steppes dans la baie de Vizy, de la steppe de Vidi. Si vous pouvez nous en dire un peu plus peut-être sur ce besoin en sciences participatives. Oui, c'est pas facile d'exprimer un besoin très, très concret parce que la science participative nécessite aussi, de ce que je vois, une bonne organisation, des compétences dans ce domaine-là. Et c'est vrai qu'on les a pas, nous, typiquement. Par contre, je suis convaincu que ça peut avoir une utilité dans le cadre d'un suivi, par exemple, de pollution, de rejet de différentes stations d'épuration, d'alerter quand il y a un dysfonctionnement technique. On a pas mal d'ouvrages, on a des déversoirs d'orage par exemple, on a des centaines de kilomètres de canalisation, donc on n'est jamais à l'abri aussi d'avoir des ruptures de conduite, d'avoir des installations qui sont en panne ou qui ne fonctionnent pas. Alors, pour la plupart, il y a des alarmes qui se déclenchent, mais disons que ce n'est pas toujours le cas. Et puis, je pense que d'avoir ce réseau un peu d'alerte, c'est toujours utile. Après, pour un suivi plus long terme, c'est un petit peu différent. Pour avoir, et là, quand vous avez présenté le projet, vous avez dit ce serait intéressant qu'un
un groupe continu à suivre pendant cette année aussi et les prochaines. Et c'est vrai que je pense que c'est important d'avoir aussi ce suivi long terme et pas juste 2-3 années. Donc voilà, là, je pense qu'il y a quelque chose à faire aussi ensuite dans l'analyse de tout ce qui a été collecté. Je pressens comme ça, sans moi-même avoir été voir les données autrement que sur Internet, hein, qui propose quelque chose de sympa, mais assez limité quand même dans l'exploitation des données. Je suis sûr qu'il y a aussi moyen de valoriser encore les données qui ont été acquises là, pendant ces années, tout le travail qui a été fait. Merci. En toute objectivité, vous avez à votre droite quelqu'un, je crois, qui maîtrise bien justement les notions de sciences participatives et qui pourrait vous accompagner dans l'élaboration de projets futurs de vigie autour du lac, ou en tout cas dans la région qui vous concerne. En tout cas, ce serait avec plaisir s'il y a des projets comme ça, et puis qu'il y a des discussions en amont aussi pour pouvoir voir quel est l'intérêt, essayer de caler le projet. Enfin, moi, je suis tout à fait ouvert alors à ce genre de démarche. On prend bonne note de ça, puis ça, je pense qu'on pourra en discuter après. Moi, je voulais juste réagir un tout petit peu par rapport à ces données. Je trouve que ce qui est important dans la science participative, c'est le fait que les données, elles existent, en fait. Donc, par rapport à M. Rodriguez qui disait tout à l'heure, ces données, elles ne sont pas toujours fiables, c'est vrai, mais elles ont la chance d'être là. Et puis ça, elles ne sont pas toujours fiables, il faut les nettoyer, il faut les travailler, mais je pense que parfois avec un bon cadrage, de bonnes explications, des choses pas trop compliquées, on peut obtenir des résultats. Et puis on l'a vu ensemble, hein, on a fait un projet pour la DGE sur certaines plantes aquatiques, notamment invasives, où on avait un réseau de personnes qui ont jeté un grappin, qui ont observé des plantes invasives, et puis qui ont permis en fait de faire un inventaire sur certains points, pas partout, mais à certains endroits. Donc moi je pense que ce qu'il faut retenir aussi de ce genre de projet, c'est que ces données, elles existent et elles sont là. Alors juste pour réagir, hein, je n'ai pas dit qu'elles n'étaient pas fiables, j'ai dit qu'elles étaient difficilement utilisables dans une procédure administrative. Ce n'est pas du tout pareil. Hein. Ouais, Pardon. Malheureusement, on arrive gentiment au terme de cette table ronde, puis on aimerait aussi pouvoir vous laisser la parole. Peut-être juste en guise de conclusion, et là je donnerai la parole à Natacha. Alors Daniel l'a brièvement évoqué en fin de présentation. Du coup, il y a l'hémonscope. L'hémonscope, ça indique que le nom porte bien son nom, hein, ça fait un scope du Léman. L'hémonscope 2.0, 3.0. Oui, alors effectivement, comme on est très heureux d'avoir une communauté aussi enthousiaste et qui a pris vraiment beaucoup de mesures, on aimerait vraiment pouvoir continuer l'aventure. Donc si pendant cet été vous pouvez continuer à mesurer, on va bien sûr utiliser les données, on va garder le site internet et on est en train de regarder sur plusieurs initiatives pour pouvoir déposer un projet de recherche, que ce soit avec l'ESA ou bien de nouveau avec le Fonds national. Donc on vous tiendra au courant. On a plusieurs pistes de projets futurs. Donc restez en contact et puis dès qu'on a du nouveau, on vous donnera qu'est-ce qu'on fait faire. Oui, je voulais dire aussi en réponse à ces continuités des données ou des activités des citoyens scientifiques. Il y a un exemple d'un pêcheur sur le lac de Brienz qui a mesuré la transparence avec une disque de Secchi pendant plus que 20 années, chaque jour. Et c'était une coïncidence, plus ou moins, quand quelqu'un à l'EAVAC a découvert ces données. On les utilise maintenant, ce sont les meilleures données de lac de Brienz.
les plus longues. Et ça, je pense qu'il y a vraiment des gens qui ont besoin de ces opportunités pour découvrir une passion ou quelque chose qui les intéresse, qui les plaît. Pour ça, je pense qu'un projet comme l'Hémoscope est vraiment invaluable. Merci. Et je finirai en citant Alexandre Camus. On a ici un très, très bel exemple d'un projet qui met le pouvoir de la connaissance à pouvoir générer du changement. Et on voit que ce projet en est le meilleur exemple. On va maintenant vous laisser la parole. Il y a un micro qui va tourner, qui est juste là-bas, ouais. Merci Alexis. La parole est à vous. Bonsoir et merci beaucoup pour la présentation de ce projet très intéressant. Moi, je m'appelle Tina Stampfli et je suis la responsable du réseau national des sciences citoyennes en Suisse qui est basé chez les académies Sciences à Berne. Et moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des participants de ce projet ici dans la salle? Est-ce que vous pouvez lever la main? Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous avez apporté pour vous de ce projet? Ça m'intéresse vraiment, à part de ses propres résultats qui sont bien sûr très importants, mais est-ce que quelqu'un veut dire pour lui-même ou elle-même qu'est-ce qu'elle a pris? Moi, en tout cas, ça m'a fait très plaisir de faire un projet comme ça. J'ai toujours été passionnée par l'eau depuis toute petite. Du coup, moi, j'ai été avec mon paddle faire les mesures. Alors, j'ai pas eu l'occasion d'aller avec ma nièce, mais je pense que ça lui aurait beaucoup plu. Donc, comme Nicole disait, je trouve que c'est un outil qui est très ludique. Donc, moi qui est éducatrice et qui travaille avec les enfants, j'aimerais beaucoup aussi faire ça. Donc, j'espère aussi que les autres vont continuer. Et moi, en tout cas, je vais continuer parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ces tests. Merci. J'ai vu qu'il y avait une autre main. Ouais. Bonsoir, Pierre Marle, DGE. J'avais une petite question par rapport aux données qui ont été affichées, donc peut-être plutôt pour Daniel Odermatt. J'ai remarqué que dans la distribution des points qu'il y avait sur les graphiques, on avait l'impression que les données qui venaient des satellites atteignaient un plateau, alors que les données observées sur le terrain avaient plus de variations, comme s'il y avait un seuil qui ne pouvait pas être dépassé avec les mesures satellitaires, alors qu'avec les données observées, on pouvait finalement aller plus loin dans l'interprétation de la transparence. Alors c'est peut-être juste visuel et c'est peut-être pas un artefact, je ne sais pas, mais est-ce que vous avez un avis là-dessus par rapport aux données satellitaires? Merci. Merci pour la question. C'est l'effet que j'ai discuté à peu près 10 mètres où la sensitivité de la méthode du satellite qu'on a utilisée au début était trop insensitive. Alors on a vu cette distribution de valeurs entre 8 à 15 mètres de profondeur dans les mesures in situ qu'on n'a pas vu dans les données du satellite. Et ça, c'est la raison, c'est que l'eau claire ne reflète pas beaucoup de lumière. Et la lumière, c'est ça que le satellite mesure. Alors, moins de lumière, moins de diffusion de l'eau, ça veut dire moins de signal pour le satellite, ça fait la détection plus difficile. Alors ça, on a
on a arrivé à corriger un peu, mais ça reste une source d'erreur, si ça répond à votre question. Bonsoir, merci beaucoup pour vos interventions. Alors, c'est en tant qu'utilisateur du Disseki que je parle. Bon, j'ai un bateau, je pêche, donc à Evian. Et mon épouse, quand elle m'accompagne, elle fait du balnéaire. Alors, nous avions 2 disques, parce que nos horaires ne correspondent pas. Je pêche tôt, quand on va se baigner, c'est pas à 5 h du matin, c'est tard le soir, donc voilà. Mais voilà, mais cette fois-ci, on les a rendus, mais puis lorsqu'on a entendu que ça pouvait continuer, on a été en chercher un, il est là. Elle veut continuer. Donc, ce que ça nous a apporté à nous, déjà pour répondre à la première question, c'est déjà l'affection que nous portons au lac. On le considère comme notre lac. Si on vit dessus, on pêche, on se promène. Donc, nous sommes très, très concernés par s'il va bien ou il ne va pas bien. Et le fait de participer nous permet de savoir dans quel état il se trouve. Voilà. Et si on peut faire quelque chose, tant mieux. D'autre part, un peu plus direct, Daniel Ledermatt a parlé donc des microscopes à plancton qui avaient baissé de prix, et dans le formulaire, on nous demande si on est prêt à participer à un autre projet. Je ne sais pas s'il y a un lieu là-dedans, mais le plancton est très important, et je vais vous donner un exemple. L'année dernière, en 2024, la pêche à la perche a été désastreuse. On ne voyait pas d'alevin. On s'est dit, c'est des moules quagga qui filtrent tellement l'eau que le plancton est disparu. Okay. La pêche a été très mauvaise, mais en 2025, il y a plus de moules quagga. Il y avait des colonnes d'eau d'alevin qui faisaient 30 à 35 mètres de haut, des poissons de haut jusqu'en bas. Et les grosses perches étaient dans le nuage et on ne les voyait pas tellement le nuage était dense d'alevin. Et bizarrement, sur à peu près 60 kilos de poissons pêchés sur une période de 6 mois, 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine, en ouvrant le poisson, les autres années, il y avait des alevins dans le ventre des perches. Mais cette année, il n'y en avait pas. Il y avait une espèce de matière jaune. Un pêcheur professionnel m'a dit que ce sont des œufs d'escargot. Je ne sais pas quel escargot il y a dans le lac. Enfin, donc, c'est quelque chose à suivre, que malgré les moules quagga, les alevins étaient là. Est-ce que leur nombre voilà. Donc, il y a certainement quelque chose qui s'est passé, parce qu'on ne peut plus imputer au manque de plancton le fait qu'ils n'étaient pas là. Les moules. Donc ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, alors qu'elles mordent d'habitude au leurre, en pleine saison, c'est vers septembre, octobre, elles se préparent pour l'hiver, elles mordaient aux mouches. Elles ne voulaient pas des trucs. Donc, est-ce que c'est par rapport... Et les alevins, eux, ils se promenaient tant qu'ils voulaient. Et pourtant, voilà. Donc, c'est quelque chose... On se pose la question lorsqu'on aime le lac, et voilà quelque chose que je vous propose. Qu'est-ce qui se passe? Pour quelles raisons? Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, est-ce que Pascal, tu as des éléments de réponse à donner, d'explication? Bon, il ne faut pas oublier qu'un grand lac comme le Léman, c'est un écosystème extrêmement complexe. Je pense qu'effectivement, la présence de la moule quagga bouleverse passablement notre écosystème. Mais ce qu'il faut voir dans ce que vous racontez, c'est qu'on est dans un système multifactoriel. On parle de réchauffement climatique, on parle de moules, on parle d'autres espèces invasives, on parle de perte de plantes aquatiques, qui sont aussi les substrats de ponte des espèces que vous avez mentionnées, en tout cas de la perche. Et je pense que tout ça, cumulé, ça impacte, et c'est comme ça. Après, sur des captures de poissons, j'étais dernièrement à des séances avec des pêcheurs, plus côté Nyon ou plus côté Genève, qui se plaignaient, eux, de la quantité de pêche 2025. Donc c'est vrai qu'il y a des fluctuations annuelles, il y a des fluctuations locales, et ça c'est compliqué à les observer ou à les décrire. Je ne sais pas si ça répond un petit peu plus à votre remarque. Moi, juste aussi réagir. Déjà, premièrement, je trouvais très, très, très intéressant donc, les 2 ou les 3 personnes qui ont réagi, qui ont fait donc, cet exercice avec le disque de Seki. Et puis, c'est justement là où puis j'aimerais vraiment encore appuyer une fois dessus, c'est là où la science participative a tout sa valeur, parce que
ça sensibilise les gens à l'écosystème. Et puis justement, des observations comme ça par toutes ces personnes, c'est pour ça que je trouve cette idée que, donc c'est pas la mienne, je ne sais pas qui a mis ça dans le plan d'action de la CIPET, je n'étais pas encore là, mais cette idée de créer cette plateforme où tout le monde peut justement mettre un peu ses observations dessus, ça peut être très intéressant à recenser. Et puis voilà, le mystère des poissons, des perches, c'est un mystère, je pense, pour les pêcheurs. Ce que j'ai pu un peu discuter avec eux, c'est un grand mystère. Et puis c'est là où justement la science essaye de comprendre ce qui se passe. Mais il faut l'appréciation évidemment des pêcheurs qui ont un peu qui connaissent leur territoire, qui ont une connaissance qui est innée à leur profession. Et puis, voilà. Puis après, c'est les scientifiques derrière qui essayent de justement, comme Pascal a dit, de comprendre, parce que c'est un écosystème extrêmement interconnecté. Donc, il y a une variable qui change, ça fait beaucoup de changements. Et puis, Pascal a bien dit toutes les défis qu'on a pour le Léman aujourd'hui et qui affectent justement les usages du Léman tels la pêche ou l'eau potable. Donc voilà. Merci Nicole d'avoir réagi. Je crois qu'on a la chance extraordinaire d'avoir un mode de gouvernance autour du lac, entre autres grâce à la CIPEL, autour des acteurs comme l'ASL qui implique la société civile, d'avoir des gouvernements qui sont impliqués. Oui, on peut certainement toujours faire mieux, mais je crois qu'on a quand même un modèle de gestion intégrée de la ressource qui est un cas d'école. À l'échelle mondiale, je me souviens de délégations russes ou chinoises qui étaient venues rencontrer l'ASL en nous posant des questions, mais comment vous avez fait, comment vous faites, des questions qu'on s'est posées il y a 40 ans. Donc soyons aussi fiers de ce que l'on a. Je vous remercie toutes et tous d'avoir répondu présent pour cette table ronde qui était très riche, très intéressante. Les discussions vont se poursuivre juste derrière l'écran. Encore une fois, un très, très grand merci, car si ce projet a pu se réaliser, c'est d'abord grâce à vous. Donc je crois que vous pouvez vous applaudir et applaudir nos intervenants de ce soir. Avant de passer juste là derrière, je passe la parole à Alexis pour la suite des réjouissances. Si vous voulez retourner, vous pouvez vous remettre à plat. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je crois qu'on vous l'a déjà plusieurs fois dit ce soir. Chaque intervenant, à peu près chaque intervenante, je me joins encore à ces voix pour vous remercier toutes et tous pour toutes vos mesures, pour les quelques premiers témoignages qu'on a eus ce soir aussi de quelques participants. Je rejoins aussi Pascal qui disait on croise des gens tout d'un coup qu'on fait des mesures. L'été passé, j'étais sur le lac en croisière et c'est assez chouette en fait, dans tous les ports quasiment. Des gens m'ont dit « Ah mais c'est pas vous là qui faites le projet ?» Oui, c'est moi. Et en fait, dans chaque port, j'ai croisé des gens qui faisaient des mesures. Certains sont là ce soir, se reconnaîtront. Donc voilà, 3500 mesures ont été effectuées. Donc 3500, merci, j'ai vérifié, on a passé les 3505 mesures. Et avec une belle couverture sur tout le lac. Je vous remercie aussi toutes les personnes qui étaient présentes aux différentes soirées qu'on a fait, les soirées de lancement du début de projet, les soirées aux différents endroits, et bien sûr, vous toutes et tous qui êtes là ce soir. Et parmi toutes ces mesures, parmi les plus de 200 utilisateurs de l'application, quelques-uns se sont démarqués, et je laisse la parole à Laurence pour les remercier.
Voilà, merci à tous d'être là. Je me joins à Alexis et tout le restant de l'équipe pour encore vous dire 3500 merci pour votre engagement, pour la qualité de vos mesures. Et donc, on aimerait remettre des petits prix aux meilleurs participants. Donc, en fait, nous avons le prix de la régularité. Donc, c'est Monsieur Bruno Dumont. Je ne sais pas s'il est parmi nous ce soir. Linotte, il est là. Je vous invite à nous rejoindre. Merci. Également le prix de la précision, donc c'est Monsieur Serge Giacometti ou Chico, voilà. Et le prix du géographe, donc Monsieur Claude Cliva, donc lui qui a pris les mesures les plus réparties sur tout le lac. Donc merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Merci. Petite photo. La petite photo. Voilà. Et en plus de ça, en fait, on a tiré au hasard 5 participants au Lémanscope. Donc, on a des petits prix aussi pour Gilbert Paillet, Laurine Gallet, Nadine Teta, Daniel Peter et Alexandre Richner. Voilà, donc si vous êtes là, merci de venir récupérer. Merci beaucoup. Et pour finir, nous aimerions vraiment remercier les intervenants de la table ronde. Merci encore infiniment d'être venus ce soir pour votre temps et ces discussions vraiment très intéressantes. On a aussi des petits cadeaux pour vous. Je pense qu'on vous a assez retenu. Adrien vous a fait miroiter l'apéro qui se cache juste derrière ce rideau. Et c'est même un repas, plus qu'un apéro. Donc je vous invite à vous lever et passer de l'autre côté. Pour celles et ceux qui n'auraient pas encore rempli le questionnaire et qui souhaitent le faire, vous pouvez scanner le QR code. Et au plaisir de vous retrouver de l'autre côté pour discuter encore du projet. Merci à tous. Et à toutes.